Poštovani gledatelji, povjesničari i ljubitelji povijesti, dobra vam večer. Ahmada Kasravija, bivšeg iranskog klerika koji se pretvorio u žestokog zagovaratelja sekularizacije, uvođenja latinice i sveopće modernizacije društva, ubio je 1946. jedan aktivni klerik. Ubojica je 1949. osuđen na smrt, a mladi šah Muhamed Reza Pahlavi tada je uveo niz mjera kojim je šiitskim svećenicima onemogućeno aktivno bavljanje politikom. Skupina svećenika u strahu da se islam ne izjednači sa terorizmom zatražila je na to prijem kod cara. Nakon 10 dana iz carske palače stigao je odgovor da na razgovor može doći samo jedan. Najugledniji među njima, Ruhollah Homeini, obaviješten je da cara dočeka stojeći, ali on sjeo na pod kakav je bio običaj među iranskim svećenstvom. Sramežljivi vladar Irana zbunio se kada je ugledao klečećeg gosta, pa je sjeo uz njega. Mada je ishodio da se ubojica Kasravija ne pogubi, Homeini nije pokazao poštovanje prema svjetovnom vladaru. Dvojica važnih muškaraca tada su se prvi puta upoznali i, kako su govorili kroničari, zamrzili na prvi pogled. Punih 30 godina kasnije, smrtno bolesni vladar Irana otišao je iz Teherana u izgnanstvo, a vodeći klerik Ajatolah Homeini iz svog se egzila u Parizu vratio u Iran. Tim činom završena je era vladavine careva Perzijom, a islamska revolucija promijenila je ne samo Iran, već i čitav muslimanski svijet. U večerašnjoj trećoj povijesti govorit ćemo o jednom od najvažnijih događaja u povijesti 20. stoljeća. Revoluciji koja je otvorila novu epohu u povijesti islamskog svijeta, čije se posljedice osjećaju sve do današnjeg dana. Nakon operacije Barbarossa i ulaska Sovjetskog saveza u Drugi svjetski rat, područje Irana postalo je iznimno važno za saveznike. Iako je šah Reza proglasio Iran neutralnim, Britanci su ga osumnjičili za naklonost prema silama osovine. Zbog osiguravanja naftnih polja i važnosti Irana za dopremanje pomoći Sovjetskom savezu, Britanci i Sovjeti su zajedničkom akcijom u kolovozu i rujnu okupirali Iran i na čelo države doveli šahova sina Rezu Pahlavija, koji je vladao zemljom sve do 1979. Na mjesto iranskog premijera dolazi karizmatični nacionalni vođa Muhamed Mossadegh. On je uveo brojne reforme, od kojih je najvažnija bila nacionalizacija naftne industrije. Mossadeghove reforme zabrinule su ne samo Rezu Pahlavija, nego i vodeće zapadne sile. U atmosferi hladnoratovske paranoje mnogi su u SAD-u bili zabrinuti zbog navodne povezanosti Mossadegha i iranske komunističke partije Tudeh. Na posljedku su u kolovozu 1953. američke i britanske tajne službe CIA i MI6 organizirale puč i riješile se Mossadegha, a Reza Pahlavi je ubrzo vlast vratio u svoje ruke. Mnogi smatraju da je Mossadeghovo svrgavanje imalo presudan utjecaj na daljnju povijest Irana. Gost večerašnje treće povijesti francuski je profesor geopolitike Frédéric Ancel. Ja vam želim dobru večer. Enchanté d'être avec vous ici, très heureux. Dr. Ancel ravnatelj je studija Francuskog instituta za geopolitiku, stručnjak za međunarodne odnose, prije svega izraelsko-palestinski sukob, ali i uopćenito odnose na Bliskom istoku. Napisali ste više knjiga, od kojih su Geopolitika Jeruzalema, Razumjeti Bliski istok, Geopolitika arapskog proljeća, Male lekcije diplomacije, lukavstva i prepredenosti svjetskih velikana za upotrebu svima, što je posljednja knjiga neke od najvažnijih. Islamska revolucija, koju smo više puta spomenuli, promijenila je svjetsku povijest ili barem povijest što se tiče islamskog svijeta. Što je to zapravo značilo? Zašto ona predstavlja tako važnu promjenu unutar muslimanskog svijeta? Alors, je vous dirais d'abord que, oui, bien sûr, la révolution islamique d'Iran de 1979 a marqué un tournant, car c'est la première fois que l'islamisme, au sens politique du terme, arrivait au pouvoir. Et en même temps, c'est très particulier, car il s'agit bien de l'islam chiite. Or, l'islam chiite ne représente que 10 à 15% de l'ensemble des musulmans dans le monde. Autrement dit, l'exportation de la révolution islamique d'Iran, que l'Occident a craint, dont nous avons tous eu très peur à l'époque, est une exportation assez largement fantasmée. C'est-à-dire que l'ayatollah Khomeini pouvait montrer à l'ensemble du monde musulman qu'un gouvernement islamique pouvait arriver au pouvoir. C'est vrai, en faisant tomber d'ailleurs un dictateur plus ou moins laïque, c'est exact.
Mais en même temps, il ne pouvait pas prétendre à étendre cette révolution dans l'ensemble du monde musulman. Et on a bien vu qu'immédiatement, une grande partie des États musulmans, donc sunnites, se sont méfiés de cette révolution, en ont eu très peur et l'ont même combattu. L'Irak de Saddam Hussein a immédiatement attaqué l'Iran, qui pourtant est un pays également musulman, bien évidemment. Donc vous voyez, je dirais qu'il y a eu effectivement un tournant, mais de ce point de vue-là, du point de vue inter- ou intra-musulman, je dirais que ce n'est quand même pas une révolution absolue. Et c'est d'autant plus vrai qu'il y avait eu dans l'histoire d'autres tentatives de prise de pouvoir par des islamistes, appelons-les comme ça, donc par des hommes politiques prônant un islam dur au pouvoir. Islamska revolucija i novi režim koji je došao na vlast u Teheranu u isto vrijeme nije bio i prvi susret, pa čak i prva komunikacija koju je Zapad naravno imao sa, recimo tako, tvrdim ili konzervativnim režimima. Mnogi od sunitskih režima su zapravo dijelili neke od tih temeljnih sličnih karakteristika. Međutim, Iran je u vremenu nakon dolaska Homeinija ušao vrlo brzo i u jednu međunarodnu izolaciju, ali i postao zemlja koja je, evo, sve do današnjega dana tretirano puno drugačije nego neke slične ili po načinu ustroja slične muslimanske zemlje. Et ça a été un tort. Et ça a été, je pense, a posteriori, c'est toujours facile de parler après, mais ça a été un grand tort, parce que, au fond, la République islamique d'Iran, comme je vous le disais, n'était pas plus dangereuse que d'autres régimes, au demeurant laïques, pas forcément ultra-conservateurs dans le monde arabe, et pour des raisons géopolitiques, militaires, pétrolières aussi, nous avons, nous, l'Occident, soutenu de façon extrêmement lourde, forte et pérenne, des États qui, au fond, consistaient à, dont la caractéristique était la volonté de déstabiliser en profondeur, précisément, l'Occident. Je pense à l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite est dotée, et était déjà, bien sûr, en 1979, dotée d'un régime wahhabite, autrement dit sunnite radical, prônant, pour le coup, non seulement l'exportation du wahhabisme, mais parfois de manière extrêmement violente, et en dépensant des sommes faramineuses, les fameux pétrodollars, pour tenter de conquérir les minorités musulmanes en Occident et de travailler nos pays de l'intérieur. Pourquoi avons-nous continué à soutenir aussi fortement l'Arabie saoudite ? L'Irak de Saddam Hussein, que j'évoquais il y a un instant. L'Irak, bien sûr, était un pays à l'époque nationaliste et prétendument laïque. Donc c'est très différent de l'Arabie saoudite. Et pourtant, nous l'avons là aussi soutenu pendant des années, alors que la dictature de Saddam Hussein était d'une violence absolument inouïe. Bon. Et nous avons donc considéré que l'Arabie saoudite, notamment du fait de sa puissance stabilisatrice contre le communisme, contre l'URSS, il faut bien se souvenir qu'à l'époque c'était encore la guerre froide, en 79 et 80. Bon. L'Irak, parce que Saddam Hussein nous achetait énormément d'armements et était, à nous autres, en particulier français, un pays sympathique, un régime sympathique parce que laïque, ou prétendument laïque, bon, qui se référait souvent à notre révolution, eh bien nous avons soutenu ces régimes-là et quelques autres pour des mauvaises raisons. Et je pense qu'aujourd'hui, on s'aperçoit, un peu tardivement, qu'avoir continué à soutenir l'Arabie saoudite contre l'Iran a été une erreur, en tout cas moi je le considère, et je note que la nouvelle l'administration américaine et certaines chancelleries occidentales sont en train de basculer, c'est-à-dire de s'ouvrir à l'Iran, un Iran dont le régime est répressif, c'est vrai, mais dont la politique étrangère a toujours été relativement pragmatique, voire même prudente, au détriment d'une Arabie saoudite dont on voit bien aujourd'hui qu'elle est en pleine dérive, elle et ses alliés islamistes radicaux. Inače, pomoć režimu u Iraku sa Saddamom Huseinom nije dolazila samo sa zapada, nego je dolazila i od brojnih tada zemalja sa ove strane željezne zavjese. Dakle, svi su se na neki način ustrašili onoga što je Homeini donio u Iranu. Možda je dio problema i u tome što je Iran imperij. Dakle, Iran je velika zemlja. Iran graniči sa vrlo važnim zemljama. Iran je
ili, evo može moje pitanje biti, je li Iran igrao drugačiju ulogu nego mnoge slične zemlje ili mnoge susjedne zemlje među muslimanskim zemljama u povijesti 19. i 20. stoljeća? Ce qui est intéressant avec l'Iran, l'ancienne Perse, c'est que c'est à la fois un empire et un État-nation. C'est les deux. C'est-à-dire que ça a été un empire, et ça l'est dans une certaine mesure, notamment par cette espèce de pan-chiisme, cette volonté de jouer la puissance protectrice des chiites de la région. Des Hazaras d'Afghanistan, des chiites du sud Liban avec le Hezbollah, des minorités chiites, donc évidemment alaouites et druzes en Syrie, les minorités chiites au Yémen, etc. De ce point de vue-là, il y a, oui c'est vrai, une politique impériale. Je ne dis pas forcément impérialiste, mais politique d'un empire, d'accroissement, d'influence. Mais en réalité, c'est aussi un État-nation. C'est-à-dire que depuis le XVIIe siècle, depuis au moins les Safévides, qui se sont donc convertis au chiisme, eh bien, il n'y a pas eu de tentative d'extension territoriale de l'Iran, de la Perse. Il n'y a pas eu de tentative impériale de colonisation des États ou des régions voisins de la Perse. C'est ça qui est intéressant. Et notamment au XIXe siècle. Au fond, la Perse au XIXe siècle, qui est un pays relativement ouvert, je rappelle qu'en 1906, on pend des barbus aux lampadaires à Téhéran. Il y a une révolution anticonservatrice, une révolution laïque. C'est la première révolution non blanche, entre guillemets, donc non européenne ou nord-américaine, de l'histoire récente. Bon, donc cet État-nation, cette Perse, est au contraire relativement ouverte, assez peu agressive en réalité, et c'est les Britanniques, les Russes, qui, pour l'essentiel, vont tenter, et les Arabes avec Saddam Hussein dans les années 80, vont tenter de réduire en quelque sorte la Perse. Hein. Alors, je ne suis pas soupçonnable d'être favorable au régime islamique actuellement au pouvoir, mais j'essaie tout de même de remettre dans la perspective historique et géographique cette Perse, cet Iran, dont la population, il faut le dire, dont la population, par ailleurs, a toujours entretenu une valorisation du savoir, un respect de la femme, un engouement pour l'académisme et l'université, un niveau socio-éducatif élevé par rapport aux alentours. Et surtout par rapport aux Bédouins de la péninsule arabique qu'on évoquait tout à l'heure. 1957. Uz pomoć američkih i izraelskih tajnih službi, šah osniva tajnu policiju, poznatiju kao Savak. U iduća 2 desetljeća sveprisutni Savak bit će odgovoran za mučenja, zatvaranja i ubijanja nekoliko tisuća političkih neistomišljenika, te će postati sinonim za šahovu diktaturu. 1963. Šah inicira niz reformi poznatih pod nazivom Bijela revolucija. Bila je to agresivna kampanja socijalne i ekonomske westernizacije iranskog društva, koja je zapravo trebala dati legitimitet dinastiji Pahlavi. Reforme koje su trebale uništiti tradicionalnu zemljoposjedničku klasu i pridobiti seljaštvo na stranu režima, rezultirale su porastom nezadovoljstva srednje klase i šiitskog klera. Kada je stari Pahlavi uspio doći na vlast u Teheranu, jedan od uzora onome što je on želio učiniti sa Iranom bila je revolucija ili promjena sa Mustafom Kemal Pašom u Turskoj republici. Kako je to teklo? Tko su bili Pahlavi i kakva je uopće bila vladavina te dvojice vladara iz te kratkotrajne dinastije zapravo? Ça a été une dynastie, d'abord évidemment très courte, hein, mais extrêmement moderniste. En tout cas, elle se voulait moderniste, notamment moderniste du fait de l'exemplarité effectivement d'Atatürk avec l'État-nation tout-puissant. C'est-à-dire que les Pahlavis ont tenté de niveler, de réduire les divergences qui existaient, culturelles, politiques, idéologiques, civilisationnelles peut-être, qui existaient au sein de cet État iranien, comme la Turquie a tenté de le faire, notamment avec les chrétiens et les Kurdes. Bien. Il y a eu aussi une modernisation sur le modèle de l'Occident, et notamment sur le modèle de la France et de l'Allemagne. Une espèce de technicisme extrêmement important, une valorisation de la gloire militaire également. Là aussi, vous avez raison, l'exemple très proche turc était extrêmement intéressant pour comprendre cela. Et il y a eu de fait une vraie modernisation du pays. Les femmes étaient vraiment libres, des entreprises ont été créées en grand nombre, l'armée est devenue plus puissante, mais
mais il y a eu énormément d'injustices sociales et économiques. Et ça, si vous voulez, vous pouvez moderniser tant qu'il vous plaira votre pays, mais si vous abandonnez sur le bord de la route du progrès et de la modernisation, si vous abandonnez une partie importante de la population, notamment dans les campagnes, ça va vous revenir en boomerang en plein visage. Les gens ne vont pas tolérer ce modernisme qui leur fait voir une petite partie de la population devenue riche, puissante et éduquée, tandis que eux restent dans la misère. Ça, c'est le premier problème de Reza Pahlavi Shah. Et le deuxième problème, c'était tout de même une répression extrêmement forte. Tout de même, ne l'oublions pas. Comme à l'époque, d'ailleurs, des généraux au pouvoir en Turquie. Une répression policière, notamment avec la Savak, qui était extrêmement forte, très très dure. Les prisons étaient pleines. Et une grande partie des gens qui ont appelé à autre chose ne voulaient pas nécessairement Khomeini au pouvoir, ne cherchaient pas nécessairement la religion au pouvoir, mais en tout cas souhaitaient un autre modèle, quelque chose qui échappait totalement à ce qu'ils avaient connu pendant plusieurs décennies. C'est la raison pour laquelle ils ont eu Khomeini. To je istina, ali i bijela revolucija i ono što je Šah Reza Pahlavi mlađi učinio sa vezom sa Zapadom, zapravo ga je pretvorila u i on se sam vidio kao jednu od stubova zapravo svjetske politike. Govorio je o 7. najmoćnijoj zemlji u vojnom smislu na svijetu, ali u isto vrijeme bio je doista dobro priman i to ne samo na Zapadu. Konačno Novu godinu pred njegov pad proslavio je sa američkim predsjednikom, što je tako u smislu djelovanja tajnih službi doista ne najlakše objašnjivo. Zašto Zapad podržava Rezu Pahlavija? Les États n'ont que des intérêts. La phrase n'est pas de moi. On peut ajouter, comme le disait Friedrich Nietzsche, que l'État est le plus froid des monstres froids. L'intérêt de l'Occident dans la région, c'était vrai avant, c'était vrai aujourd'hui, c'est d'une part la stabilité, et d'autre part l'endiguement, voire même le refoulement de l'URSS et du communisme de manière générale. Bah écoutez, Reza Pahlavi Shah répondait parfaitement à la fonction, répondait à la mission qu'on lui octroyait. Mais lorsqu'il prétendait qu'il était devenu la 4e, 5e ou 7e armée du monde, vous voulez, c'était pour retenir l'attention permanente de l'Occident et pour tenter de maintenir l'Occident comme allié, car nous le soutenions tout de même sur le plan économique et sur le plan militaire. Mais au fond, Saddam Hussein, dans les années 70 et 80, n'affirmait-il pas à l'époque être, lui, la 4e armée ou la 5e armée du monde? Là, on est dans ce qu'on dit, on dit souvent en français dans le blabla. On parle, mais en réalité, concrètement, on a bien vu que l'armée était certes puissante, mais peut-être puissante à repousser l'invasion d'un État tiers, mais certainement pas pour empêcher une foule de millions et de millions d'Iraniens vers le pouvoir. C'est bien le problème de nombre d'armées modernes. Bon. Donc l'Occident a soutenu Pahlavi tant qu'il était stable, mais bien évidemment, on ne l'a plus soutenu et les Américains l'ont lâché à partir du moment où on a vu un peu d'ailleurs, comme au moment du printemps arabe en 2011, que nos alliés, je pense notamment à Hosni Moubarak, le président égyptien, mais d'autres aussi, étaient lâchés par leur population et même finalement par une partie de leur armée. Qu'est-ce que vous voulez faire à ce moment-là? Vous comprenez? Il faut bien discuter avec le pouvoir en place. Et là où l'erreur a été faite, encore une fois j'y reviens, c'est de considérer Khomeini a priori en amont de toute considération, de toute expérience, avant même pratiquement qu'il prenne le pouvoir, que ça allait être un ennemi absolu. Je pense qu'on aurait dû être plus patient et de voir quelle allait être sa politique avant de soutenir la dictature lamentable de Saddam Hussein, qui d'ailleurs a échoué totalement, bien évidemment, comme on le sait, à faire chuter finalement Khomeini. 1964. Nakon oštrog napada na Šahov režim, vlasti krajem 1963. stavljaju vođu šiitske opozicije Ruholaha Homeinija u kućni pritvor. 1964. proveo je i pola godine u zatvoru, nakon čega napušta zemlju te je idućih 14 godina u izgnanstvu. Nakon kratkotrajnog boravka u Turskoj, Homeini je od 1965. do 1978. boravio u iračkom gradu Nadžafu, svetom gradu za šiite, gdje se nalazi grobnica prvog imama Alija.
U listopadu 1978. Khomeini odlazi u predgrađe Pariza Nefl-le-Château, gdje dočekuje početak iranske revolucije. 1975. Irak i Iran u Alžiru potpisuju sporazum koji je trebao riješiti pogranične sporove između tih dviju država u pokrajinama Šat al-Arab i Huzestan. Također, tim je dogovorom Iračanima omogućeno gušenje kurdskog ustanka, budući da se Iran obvezao na prestanak potpore kurdskim pobunjenicima. Jesu li optužbe da se šah odmaknuo od islama zbog toga što je obožavao ili se inspirirao sa Perzijskim carstvom bile opravdane ili je to bila samo jedna od kritika koje su se i onako već lijepile na šahov režim? C'était seulement l'une des critiques et encore, à mon avis, c'était la critique la moins efficace. Elle concernait les ultra-conservateurs, elle concernait les gens du bazar, c'est-à-dire cette classe de gros commerçants qui étaient restés très traditionnalistes. C'était vrai pour une partie des régions les plus éloignées, je pense notamment, et les plus pauvres. Je pense notamment à l'Azerbaïdjan iranien ou au Baloutchistan, extrêmement désœuvré. Bon, mais en réalité, la critique principale, elle était à la fois sociale et politique. En fait, Reza Shah Pahlavi, un peu comme Atatürk, et je reprends votre exemple très juste, avait fait de l'islam chiite une religion nationale. Qu'est-ce que c'est qu'une religion nationale? C'est une religion qu'on ne pratique pas, ou quasiment pas, dont on peut se moquer lorsqu'on est au pouvoir, très moderniste, très pro-occidentaux. On s'en moque un peu. On se méfie beaucoup des imams, et peut-être même qu'on les met en prison parfois. Mais seuls des chiites peuvent être au pouvoir. C'est un faux paradoxe. En Turquie, la religion nationale, c'était l'islam sunnite. Or, bien sûr, on était extrêmement laïque. Reza Pahlavi était très laïque. Oui, mais ces références culturelles profondes, malgré tout, s'incarnaient dans l'islam chiite face à l'islam sunnite, face peut-être à l'orthodoxie russe, même sous l'URSS, etc. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on bâtit parfois, on instrumentalise un substrat ou un ciment religieux en ne pratiquant pas la religion, mais en faisant un ressort pour les énergies nationales face aux autres, à ceux qui n'ont pas cette religion-là. J'ai presque envie de vous dire que pour Nasser, peut-être, c'était un petit peu aussi le même phénomène, voire même pour Israël. Au fond, la majorité des Israéliens sont des juifs pas très croyants, pas très pratiquants en tout cas. Bon, mais et les élites ne sont pas très pratiquantes. Netanyahou n'est pas très pratiquant, mais le judaïsme est bien sûr la religion de la nation, malgré tout. Voyez, et je pense que pour Reza Pahlavi Shah, c'était un peu la même chose. J'oserais aller jusqu'à la Troisième République française, qui était extrêmement laïque, qui était extrêmement anticléricale, anti-religieuse, mais qui a bâti un nombre de statues de Jeanne d'Arc extraordinaires et dont les références prenaient racine au Moyen-Âge le plus chrétien, car on en avait besoin face à l'Allemagne. 1978. Potkraj 1977. u nerazjašnjenim okolnostima umire Homeinijev najstariji sin Mustafa. Njegovu smrt mnogi su pripisali Salaku. A već u zavrelu atmosferu dodatno je raspirio novinski članak u siječnju 1978. koji je Homeinija optužio da želi Iran predati u ruke neokolonijalistima i komunistima. U šiitskom svetom gradu Komu ubrzo počinju masovni prosvjedi koji su okrutno ugušeni. Nakon niza demonstracija u kolovozu dolazi do erupcije nasilnih prosvjeda, a prosvjednici prvi put javno zahtijevaju Homeinijev povratak. Šah u rujnu proglašava izvanredno stanje u zemlji. Smatra se da je u prosincu gotovo svaki 10. Iranac sudjelovao u prosvjedima, a Iran je do kraja godine bio potpuno politički paraliziran. Na koji način su šiitski klerici, uključujući i Homeinija, opravdavali pobunu protiv takvoga cara koji je od Irana ipak učinio ili gradio supersilu, ili barem supersilu na Bliskom istoku? Alors, question centrale, parce que l'islam chiite, depuis pratiquement la mort d'Ali, depuis pratiquement le 7e siècle, et les débuts de l'hégire, l'islam chiite a toujours considéré, le clergé chiite, qui existe, comme vous le savez, contrairement au sunnisme. Les sunnites n'ont pas de clergé. Le clergé chiite a toujours considéré qu'il fallait rester en retrait de la politique. Et par conséquent, c'était plus facile pour les pouvoirs sunnites d'établir une pression, de spolier parfois, d'humilier, d'écraser
ou de chasser ou de tuer les chiites, car ils ne prenaient pas le pouvoir, ils ne voulaient pas prendre le pouvoir politique. Ce qui est très intéressant, et ce qui est très nouveau, et ce qui illustre votre question, c'est que l'imam Khomeini et ses disciples, en quelque sorte, décident de modifier en profondeur ce schéma originel. Ils décident que dorénavant, le chiisme, le clergé chiite, doit prendre le pouvoir. Et doit, en tout cas, même s'il faut partager le pouvoir avec des politiques, avec des laïcs en quelque sorte, enfin des laïcs entre guillemets, avec des gens religieux, mais qui ne sont pas des imams, ni des ayatollahs. Il faut partager le pouvoir, mais en être l'une des constituantes, l'un des piliers. C'est tout nouveau. Ça a été très nouveau dans l'islam chiite de type khoméniste. D'ailleurs, regardez ailleurs, les chiites ne prenaient pas le pouvoir, ni au Liban, ni en Syrie, ni au Yémen, ni en Irak. Bon, en Syrie, le Hafez al-Assad, le père de Bachar al-Assad, était alaouite, d'origine chiite, oui, mais enfin, il était laïque, baassiste, nationaliste, et par conséquent, il n'est pas arrivé au pouvoir en tant que chiite, bien sûr. Donc c'est pas un bon exemple. Nulle part ailleurs, les chiites étaient arrivés au pouvoir. Et Khomeini, lui, décide de modifier ce schéma. Et par conséquent, il va créer autour de lui tout un réseau d'alliances de gens favorables à ce nouveau positionnement. Et il va être accueilli comme un leader, pas seulement spirituel, mais politique. Et son successeur, aujourd'hui, le guide suprême Khamenei, dirige l'essentiel, détient l'essentiel des prérogatives du régime iranien. Ça a été une vraie révolution, voyez-vous. Pas seulement une révolution sociale, sociétale ou spirituelle, mais une révolution politique, car pour la première fois dans l'histoire, les chiites voulaient être au pouvoir en tant que religieux, en tant que clergé. 79. godine ili prije, u događajima koji su vodili ka islamskoj revoluciji, zapravo su se sučelile dvije ličnosti, od kojih je jedna bila beskrajno karizmatična, vrlo cijenjena, i s druge strane imali ste moćnog vladara zapravo, barem neko vrijeme. Koliko su ti različiti karakteri, sramežljivi vladar i jedan samouvjereni, ako hoćete, vjerski vođa, odlučili zapravo zbivanja koja su vodila ka 79. godini? Il s'appuyait aussi sur le clergé pahlavi, absolument évidemment, sur un clergé qui était aux ordres du pouvoir, forcément. Mais ce n'était pas nouveau. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, les clercs, autrement dit les chefs religieux de l'université sunnite d'Al-Azhar au Caire, obéissent au maréchal Sissi. Sinon, ils sont mis à la porte ou ils sont en prison. Bien. Donc le clergé chiite était aux ordres. Et par conséquent, la dynastie Pahlavi considérait que Khomeini était un marginal, un extrémiste, et que lui et ses disciples ne méritaient que l'exil ou la prison. Exil que d'ailleurs a accepté à l'époque le président français Giscard d'Estaing. Bon. Et il ne pensait pas, je suis convaincu que le Shah d'Iran ne croyait pas que la majorité, ou en tout cas une partie importante des citoyens chiites pouvaient suivre un jour un ayatollah, celui qui allait devenir un ayatollah, précisément parce que les chiites n'avaient pas d'expérience d'arriver au pouvoir. Et par ailleurs, le discours du Shah était très paternaliste. Il disait, à travers mon pouvoir, je défends non seulement la Perse et l'Iran, mais je défends également les minorités chiites à l'extérieur. Et de ce point de vue-là, il pensait, à mon avis, que la révolution n'interviendrait pas et qu'en tout cas, il risquait davantage de perdre un jour le pouvoir du fait de groupes révolutionnaires d'extrême gauche, notamment liés au parti communiste Toudé, qui était encore assez fort à l'époque, beaucoup plus que de la part d'islamistes issus de l'ayatollah Khomeini. 1979. Suočen s nezaustavljivim valom prosvjeda, Šah Reza Pahlavi 16. siječnja napušta Iran. Istodobno, novi premijer i vođa nacionalne fronte Šapur Bahtijar raspušta Savak, oslobađa političke zatvorenike i Homeiniju dopušta povratak u zemlju. Bahtijar je bio umjereni političar koji je strahovao od toga da bi vlast mogli preuzeti komunisti ili islamisti, ali se u siječnju 1979. našao u zapravo bezizglednoj poziciji. Homeini se vraća u Iran 1. veljače, čime počinje takozvanih 10 dana svitanja. U idućih nekoliko mjeseci formirani su islamski revolucionarni komiteti, a uspostavljena je i islamska revolucionarna garda.
Nakon referenduma 1. travnja proglašena je Islamska republika, a Homeini je do kraja godine uspio marginalizirati gotovo sve političke protivnike. Donošenjem novog ustava u prosincu napokon je potvrđeno postojanje političkog islama. U trenutku kada šah odlazi trajno iz Teherana, nije samo Homeini i nisu samo klerici ti koji dolaze na vlast. Zapravo jedno vrijeme se još ne zna kojim će točno ili do kraja putem Iran krenuti. Što je bilo presudno da onda ova linija koju predvodi Ajatolah konačno nadvlada? Eh ben, c'est une excellente question. L'ayatollah Khomeini était certainement minoritaire, mais je dis bien minoritaire parmi toutes les forces politiques qui étaient prêtes à assumer toute ou partie du pouvoir laissé vacant par la fuite du Shah. Vous aviez les communistes du Toudé, vous aviez des démocrates, vous aviez des impériaux, des gens qui étaient favorables à une modification en douceur de l'Empire et la chute du Shah peut-être, mais l'arrivée au pouvoir d'autres membres de sa famille peut-être. Vous aviez des forces politiques très importantes, parfois des forces conservatrices mais non khoméinistes, qui voulaient bien prendre le pouvoir. Et je pense que s'il y avait eu des élections démocratiques à l'époque, Khomeini ne serait certainement pas arrivé au pouvoir. D'abord parce que la grande majorité de la population ne le connaissait pas, d'une part. D'autre part, parce qu'encore une fois, la population détestait, pour beaucoup d'entre elles, d'entre les citoyens, détestait le Shah, mais ne voulait pas de dictature islamiste. Or, ce qui a été, je crois, décisif, c'est l'attaque de Saddam Hussein contre l'Iran. Comprenez bien que là, vous aviez un pays arabe qui attaquait la Perse. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire d'ailleurs. Vous aviez un pays prétendument laïque qui attaquait un pays donc pour régime conservateur. Vous aviez un pays qui était très largement et essentiellement dictatorial et qui attaquait une république islamique qui se mettait en place de manière autoritaire et répressive, c'est vrai, mais tout de même, avec l'établissement d'une pluralité des pôles de pouvoir. Et surtout, j'insiste là-dessus, c'est très important, un État arabe soutenu non seulement par l'Occident, mais comme vous le rappeliez à juste titre, par la Russie, par l'URSS, contre l'Iran, c'était formidable pour Khomeini. Il a pu se présenter comme le père de la nation. Il a pu se présenter comme le protecteur de la Perse, quelles que soient les convictions des uns et des autres. Et beaucoup d'hommes politiques l'avaient pris pour un imbécile, l'avaient pris pour quelqu'un d'un petit peu simple. Il faut toujours se méfier des gens qui savent subtilement jouer sur les divisions des autres et qui savent se faire les garants de l'intégralité de la nation en cas de péril. Et là, le péril, il a été, mon Dieu, objectivement très important. Et c'est à cause de cela que le khoméniste a pu parvenir et rester au pouvoir, à cause de l'invasion de l'Irak arabe, soutenu par l'Occident, de Saddam Hussein. Saddam Hussein na čelo Iraka došao je zapravo tek nekoliko mjeseci prije izbijanja Iračko-Iranskog rata, bio je formalno broj 2 do toga trenutka, ali njegov Irak, bez obzira na sunitsku dominaciju, ima golemi broj šita koji su zapravo dominantno stanovništvo. Međutim, niti Homeini ili Iran nije ni izdaleka zemlja koja je u nacionalnom smislu homogena. Što se događalo sa tim drugima, Azerima, Kurdima, Arapima koji su na iranskom prostoru u trenutku kada je domovina ili zemlja napadnuta? Oui, vous avez raison d'évoquer les Kurdes parce que les Kurdes irakiens ont connu un véritable martyre, ont été martyrisés, des villages entiers ont été gazés au gaz de combat. Saddam Hussein a été épouvantable. Il y avait en Irak contre les Kurdes une espèce d'apartheid, un vrai apartheid contre les Kurdes et d'ailleurs, dans une certaine mesure, contre les chiites. Et oui, bien sûr, contre la majorité de la population chiite. Mais du côté iranien, les Kurdes de l'ouest, du nord-ouest du pays étaient soumis à une répression dure. Également, les mouvements autonomistes culturels azéris à Tabriz et au nord-ouest de l'Iran également étaient soumis à une répression dure, des mouvements baloutches, etc. Donc des deux côtés, sous le Shah et sous Saddam Hussein, il y avait des pouvoirs très répressifs. Mais en même temps, je dirais que celui de Saddam Hussein l'était plus encore, a été encore pire que celui du Shah. Et chacun avait réussi à jouer en quelque sorte un jeu de conciliation contre ses propres ennemis intérieurs. Je
Je veux dire par là qu'en 1975, lorsqu'il y a eu à Alger un accord au niveau du Chott al-Arab, donc de l'embouchure de l'Euphrate, cet accord a permis à chacun de retourner sa surveillance, sa méfiance, ses services de renseignement et ses armes contre ses propres opposants, et notamment contre ses propres Kurdes, chacun ayant les siens, en quelque sorte. Bon. Et je vous dirais que, malheureusement, mais ça c'est une constante de la géopolitique, entre dictateurs, en général, on s'entend assez bien. On s'entend assez bien jusqu'à l'Armageddon, jusqu'à l'Apocalypse, jusqu'à la lutte finale. Regardez ce qui s'est produit entre Hitler et Staline. Regardez ce qui se produit entre Bachar el-Assad et Daesh. On ne se bat pas directement. Non, non. On essaye d'abord d'écraser, de purifier, entre guillemets, d'écraser les forces hostiles en son sein, au sein de son propre territoire, d'écraser les forces modérées qui se trouvent entre eux et vous. Et ensuite, à la fin des fins, c'est l'Armageddon. C'est la lutte finale en quelque sorte. Et cette lutte finale, elle a été enclenchée par Saddam Hussein en 1980 pour rien. Puisque 8 ans plus tard, vous savez très bien, l'accord qui a été signé faisait revenir les deux pays aux frontières de 1975, après 600, 700, peut-être 800 000 morts. U užarenoj revolucionarnoj atmosferi fedaini već 14. veljače nakratko upadaju u američko veleposlanstvo. U listopadu je američki predsjednik Jimmy Carter dopustio teško bolesnom šahu dolazak na liječenje u SAD, što je izazvalo novu bunu u Iranu. Prosvjednici, mahom studenti, odmah su okružili zgradu američkog veleposlanstva u Teheranu. Napeta situacija eskalirala je 4. studenoga, kada je u 6:30 nekoliko stotina studenata, sljedbenika puta imama Homeinija, zauzelo veleposlanstvo i zatočilo 66 osoba, od kojih je 13 mahom žena i afroamerikanaca pušteno za 2 tjedna. Iako ne postoje dokazi koji bi izravno povezali Homeinija i napad na veleposlanstvo, on je nakon samog čina podupro studente. U siječnju je zajedničkom akcijom CIA i kanadske obavještajne službe spašeno 6 diplomata, koji su prilikom zauzimanja ambasade uspjeli pobjeći. U ožujku 1980. Carter odobrava tajnu operaciju Orlova kandža, koja je završila katastrofalno 24. travnja, kada je 8 Amerikanaca poginulo u sudaru helikoptera i zrakoplova. Nakon te epizode, Iranci su u idućim mjesecima prebacili taoce u nekoliko zatvora u Teheran. Unatoč smrti Reze Pahlavija u srpnju, situacija je ostala nepromijenjena sve do 2. studenoga, kada je iranski parlament napokon postavio uvjete za oslobađanje talaca. 19. siječnja 1981. potpisan je Alžirski sporazum, kojim su se Sjedinjene države obvezale na poštovanje suvereniteta Irana i odmrzavanje njegove imovine, nakon čega su Iranci oslobodili i preostala 52 taoca. Spomenuli ste da je tradicionalno ili bilo faza kada je iranska politika znala biti oprezna. Međutim, u ovom trenutku kriza sa taocima iz američkog veleposlanstva zapravo nije stvorila baš situaciju koja je bila tako do kraja logična. Zaratili ste ili promijenili ste vlast, imali ste situaciju koja je bila napeta iznutra, postavili ste novu ideologiju ili drugčiju ideologiju koja je morala smetati susjedima zbog različitih razloga i onda se dogodila ova epizoda sa američkim diplomatima, što je sigurno moralo izazvati, što se moglo znati kakve će poteškoće izazvati između Washingtona i Teherana. Il est bien clair que l'intrusion dans une ambassade, c'est un casus belli. C'est un état de guerre. Vous n'avez pas le droit. L'ambassade des États-Unis à Téhéran, c'était le territoire américain. Les diplomates étaient des civils. Donc de ce point de vue-là, vous avez totalement raison. Et il est vraisemblable que Khomeini, sans avoir directement donné l'ordre de cette prise d'otage, l'a assumé, l'a appris et finalement l'a assumé en guise de monnaie d'échange, de moyen de pression et surtout de levier, j'allais presque dire de levier de prestige interne. Il s'agissait de montrer aux Américains, aux surpuissants Américains qui avaient soutenu le Shah pendant des années et des années, que maintenant, eux aussi, ils pouvaient dicter en quelque sorte l'agenda politique, diplomatique ou sécuritaire. Bon. Donc ça a été évidemment un épisode dramatique et, encore une fois, Khomeini aurait dû être traduit par la justice internationale car il n'avait pas le droit de faire cela. Bien. Maintenant, une fois qu'on a dit ça et qu'on se met à la place des Américains, que faire ? Que faire ? Est-ce qu'on se dit, bon, ce régime, il semble être là pour assez longtemps.
On peut peut-être voir quels sont ses objectifs, ses stratégies, quelles sont ses motivations. Et si ça nous plaît réellement pas, si c'est vraiment un régime ennemi, on saura quoi faire. On saura très bien quoi faire. Bon. C'est pas ce que nous avons fait. C'est pas ce que les Américains ont fait. C'est pas ce que les Occidentaux ont fait. Ils se sont assurés, ils se sont auto-assurés que Khomeini allait tomber assez rapidement. La même erreur avec Bachar al-Assad en Syrie. La même erreur. Il faut toujours étudier rapidement et efficacement un nouveau régime pour savoir si oui ou non on peut discuter avec lui, si oui ou non il peut être intéressant, si oui ou non c'est un régime barbare ou pas. Parce que vous dites que les Américains ont tout de suite réagi et très fortement. Bien sûr, ils ont eu raison. Mais en même temps, à partir de 1980, immédiatement à l'est de l'Iran, en Afghanistan, les Américains soutenaient pour 8 ans les combattants islamistes radicaux les pires face à l'armée soviétique. Ah. Alors vous ne soutenez pas les islamistes chiites, mais vous soutenez les islamistes sunnites parce qu'ils frappent avec beaucoup d'efficacité l'URSS. Oui, d'accord. Mais à la fin des fins, est-ce qu'il n'y a pas une certaine incohérence? Je pense que oui. Je pense qu'on est allé trop loin dans le soutien aux islamistes sunnites. C'est vrai en Afghanistan, encore qu'au moins il y avait un objectif, qui était l'armée soviétique. Mais avec l'Arabie Saoudite et le Qatar, il faut cesser de soutenir ces régimes-là, je le pense, hein, c'est moi qui vous le dis aujourd'hui. Et je pense qu'on est allé trop loin, mais en sens inverse, dans l'intransigeance vis-à-vis de l'Iran. La preuve, l'accord du 14 juillet. Qu'est-ce qu'on fait finalement maintenant? Très tardivement. On leur ouvre les portes du commerce, de l'économie et d'une puissance militaire conventionnelle très importante. Je pense qu'on a perdu du temps. Même si, je le répète, je n'aime pas ce régime, je pense qu'il est répressif, mais je suis convaincu que le grand peuple perse, survivra à la République islamique d'Iran. Kada je šah u jednom trenutku otišao, tko je bio zbog toga najviše žalostan? I imaju li te snage više ikakvu relevantnost u daljnjem tijeku povijesti Islamske republike? Non, pour être honnête, on a vraiment le sentiment qu'il y avait assez peu de soutien en réalité dans la population. Parce que 10 ans, 20 ans, 30 ans, plus de 30 ans maintenant après cette révolution, on constate que son fils, que j'ai rencontré à plusieurs reprises, qui est quelqu'un de très sympathique, qui a l'air très démocrate, n'est pas connu en Iran. Non seulement il n'est pas connu en Iran, mais même les moudjahidines du peuple, que j'ai rencontrés à plusieurs reprises, dont le programme est intéressant, ne sont pas très connus, ne sont pas très représentatifs. En 2009, il y a eu un printemps iranien, avant même le printemps arabe, hein, avec des manifestations monstres et une répression des fascistes qui se prétendent les gardiens de la révolution, les Pasdaran, les Bastilji. Bon, une répression très dure contre la jeunesse et contre ces millions de manifestants pacifiques. Bon. Mais qu'est-ce qu'ils réclamaient ces manifestants? Pas la chute du régime. Ils réclamaient des élections sincères et démocratiques. Bon. Ils réclamaient moins de répression, plus de liberté, notamment culturelle, mais pas la chute du régime. Et ils ne réclamaient pas le retour au pouvoir de la famille du Shah. Ça, c'est comme une indication très très intéressante, vous comprenez? Ça signifie bien, a posteriori, que ce régime avait très très peu d'assises dans le pays. Dugotrajne pogranične razmirice između Iraka i Irana naizgled su riješene Alžirskim sporazumom iz 1975. Ipak, nakon islamske revolucije i stvaranja prve ortodoksne šiitske države, koja je javno pozivala na izvoz revolucije, stvoreni su sasvim novi regionalni odnosi. S druge strane, nakon što je vlast preuzeo Saddam Hussein, Irak je težio liderstvu u arapskom svijetu. Iako je isprva javno podupro iransku islamsku revoluciju, Saddam je ubrzo uvidio da bi Homeinijev radikalizam mogao izrazito destabilizirati Irak, u kojem su većinu stanovništva činili šiiti. Tako su se praktički u isto vrijeme dva mlada susjedna revolucionarna režima našla na suprotstavljenim stranama. Nakon niza međusobnih optužbi, rat je službeno počeo iračkom invazijom 22. rujna 1980. godine. Nakon početnih iračkih uspjeha, situacija se do kraja 1982. stabilizirala, ali je sukob potrajao sve do 1988. Bio je to jedan od najkrvavijih modernih sukoba, koji je zbog rovovskih bitaka povremeno podsjećao na katastrofe iz Prvog svjetskog rata.
Smatra se da je odnio više od 500.000 žrtava, a posebno je tragična bila sudbina iračkih Kurda, koji su podignuli ustanak protiv Sadamova režima. Obje su zemlje nakon ove tragične epizode bile u potpunom ekonomskom i socijalnom rasulu, čije se posljedice osjećaju i danas. Mislite li da je sve ovo što se dogodilo u arapskom proljeću i nakon arapskog proljeća učvrstilo režim u Teheranu ili je to možda scenarij koji bi se mogao očekivati i tamo? Ça l'a renforcé et ça l'a affaibli en même temps. Ça l'a renforcé d'un point de vue géopolitique. Pourquoi? Parce que le monde arabe est effondré aujourd'hui. Le monde arabe n'a jamais été aussi faible que depuis les années 50-60. Avec une balkanisation, donc une fragmentation de plusieurs pays arabes, l'effondrement de plusieurs régimes, l'effondrement de la puissance de la Ligue des États arabes, l'Irak divisé, morcelé face à l'Iran. D'un point de vue géopolitique, surtout avec un baril de pétrole à $30 d'ailleurs, le monde arabe est extrêmement faible face à l'Iran. Mais ça affaiblit le régime iranien dans la mesure de l'exemplarité. Tiens donc, les jeunesses arabes ont fait chuter 4 régimes, en ont contesté plusieurs autres, en ont affaibli plusieurs autres encore de l'intérieur, de façon pacifique, et le régime iranien, lui, pourrait demeurer largement au-dessus des revendications sociales et économiques. Non. L'exemplarité est toujours une fragilisation pour un régime autoritaire. Toujours. On l'a bien vu au sein du monde arabe, mais on a bien vu que ces dernières années, la population iranienne décidait de voter systématiquement pour les plus réformistes. C'est-à-dire que les gardiens de la révolution et les plus conservateurs essayent toujours de limiter au maximum le nombre de candidats modérés. Et à chaque fois, les quelques ou le seul candidat modéré qui reste en lice, qui a le droit de se présenter, c'est toujours lui qui est élu. Toujours. Et d'un point de vue social et économique, je pense qu'une grande partie de la population menaçait ou menace le régime. Et c'est la raison pour laquelle je crois que l'accord nucléaire du 14 juillet a été signé par Téhéran aussi pour cette raison-là. Parce que Téhéran craignait, pas tellement des bombardements américains ou israéliens, mais le régime iranien craignait un soulèvement pour des raisons sociales, économiques, liées aux sanctions internationales du fait de son programme nucléaire. Parce qu'au fond, c'est quand même la situation sociale catastrophique qui a fait chuter surtout plusieurs États arabes et plusieurs régimes arabes, à commencer bien sûr par le régime égyptien de Hosni Mubarak. Već je iranski šah intervenirao, malo smo o tome govorili, u nekim od susjednih zemalja, pomogao je 70. godina u Omanu, uspio ispregovarati korekciju granične crte sa Irakom prije početka iračko-iranskog rata. Kakav je odnos Irana kulturološki, tradicionalan prema Afganistanu, vis-a-vis jezika, ali i koliko se danas igra na tu šiitsku kartu u zemljama zaljeva ili ovim velikim zemljama koje smo spomenuli, Sirijom, možda sada Jemenom? En Occident, on oublie toujours que l'Iran n'a pas qu'un ouest, qu'un sud et qu'un nord. L'Iran a aussi un est, un orient. Et l'orient de l'Iran préoccupe énormément Téhéran. D'abord parce que le Pakistan est un pays rival, de plus en plus rival, de plus en plus dur du point de vue de l'islamisme radical. D'autre part, le Pakistan joue un rôle extrêmement offensif sur le Baloutchistan, cette région à cheval sur la frontière entre l'Iran et le Pakistan. Par ailleurs, toujours le Pakistan joue un rôle très important en Afghanistan, en soutien aux Pashtuns, et notamment les plus violents d'entre eux, c'est-à-dire les talibans. Bon. Il faut se souvenir que le régime taliban au pouvoir en Afghanistan, de 1996 à 2001, le régime taliban a attaqué des postes frontières iraniens à l'époque. Et puis il y a 25%, le quart de la population afghane est chiite, les Hazaras. Et les Hazaras, autour de la ville d'Herat notamment, ont toujours été méprisés, détestés, massacrés par les clans sunnites au pouvoir dans les différentes vallées d'Afghanistan. Donc l'Iran est en train de se renforcer pour jouer aussi un rôle dans son Orient, dans son Est. Et je ne serais pas surpris que dans quelques années,
le régime iranien renforcé exprime plutôt sa volonté d'étendre son influence et peut-être sa protection, peut-être même un jour sa protection militaire sur la minorité chiite Hazara d'Afghanistan. Donc jouer un rôle très concret en Afghanistan. Pour ce qui concerne le Pakistan, regardez à quel point les relations se sont réchauffées, les relations se sont renforcées entre l'Iran et l'Inde. Car l'Iran et l'Inde sont bien évidemment les États qui entourent le Pakistan. On dit toujours que l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Dr. Ensel, hvala vam lijepa na gostovanju u večerašnjoj trećoj povijesti. Merci à vous. Poštovani gledatelji, Iran je nedavno postao u pravom smislu riječi slobodna, u svjetsku zajednicu integrirana zemlja jer su sankcije maknute nakon više desetljeća. Ovo je bila priča o pozadini onoga što se događalo u Teheranu u posljednjih 30 godina. Hvala vam lijepa i laku noć.